Salut à tous, je reviens avec un nouveau bilan lecture. Alors comme vous le savez, le challenge 15K a commencé. Donc j'ai assez de lecture pour venir vous parler des premières que j'ai faites. Donc on y va tout de suite. Alors pour inaugurer ce nouveau challenge, nouveau. Comme vous le savez, Dorian il réitère le challenge qu'il avait fait en octobre avec les 5K et là c'est pour tout l'été. Donc juin, juillet, août pour les 15K avec la thématique sur le club Dorothée pour les items. Donc j'ai ouvert le bal de ce challenge avec Vol de Thomas Palpan en auto-édition. Alors déjà, je vous l'ai déjà montré mais moi je ne m'en lasse pas. Regardez-moi la beauté de ce livre. En plus il est en hardback. Parce que maintenant, les gens qui éditent leurs livres qui impriment leurs livres via Amazon, ont l'option de le sortir soit en relié, soit en broché. Donc j'ai voulu tenter, et c'est franchement, c'est pas mal. Franchement, j'ai pas à me plaindre, on n'a pas à se plaindre, la couverture est vraiment sympathique. Je suis vraiment content de l'avoir pris pour ce livre-là, parce que je suis fan de l'objet. Bref. Alors ce livre, de quoi ça parle? Alors on va suivre un jeune ado qui a, je crois, 17 ans, qui s'appelle Adam. Ouais, c'est ça. Qui vit dans l'Oregon, à Astoria Falls. Il vit avec son papa et il a malheureusement plus sa maman. Donc régulièrement, son papa, quand il est en déplacement ou quoi, il invite ses deux amis qui sont Drew et Owen. Drew et Owen, et quand l'histoire commence, ils sont tous les trois en train de faire une soirée jeux vidéo chez Adam. Ils boivent un petit peu, tout ça. Adam finit par s'endormir et quand il se réveille le lendemain, il comprend pas ce qui se passe. Il est en train de flotter au-dessus de son lit. Il dort pas tout seul, il y a sa meilleure amie qui est là, Drew, et du coup il la réveille et lui fait il y a un petit souci, je suis en train de planer au-dessus de mon lit, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà comment va commencer l'histoire. Alors c'est vraiment le début, je ne dirai rien de plus. J'ai beaucoup aimé. Donc moi c'était la première fois que je lisais un roman de Thomas Palpan, et franchement, j'y retournerai avec plaisir. Déjà tant mieux parce que j'ai un autre de ses livres, donc c'est mieux, déjà dans l'immédiat. Et non, vraiment très bien. Alors ce livre, déjà, à la base, il a voulu rendre hommage à tous ces films des années 80 que l'on connaît pour la plupart, que moi j'ai découvert fin 80, début 90. Je vais pas dire début 80 parce que je suis né dans les années 80. Ces films un petit peu à la mouvance E.T., les Goonies, l'histoire sans fin, où ils ont en point commun, vous savez, des jeunes adolescents, alors ça dépend de l'âge bien évidemment, entre 13 et 17 ans on va dire, et qu'il y a un élément fantastique qui leur tombe dessus, ils vont vivre des folles aventures. Donc c'est un peu ce qu'a voulu reproduire Thomas ici, et franchement déjà, rien que ce point-là, déjà, franchement je trouve que le contrat est rempli, hein. Et c'était franchement sympathique. Ce que j'ai trouvé de très bien aussi, c'est que l'histoire reste dans quelque chose de très concret et de très réel. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'histoire de cet enfant, Adam. Donc vous allez connaître tout son environnement, la vie qui l'entoure, tout ça. Il va dresser forcément au début l'introduction. Dans l'introduction, on va découvrir le personnage et tout ça. Mais l'élément fantastique va être le déclencheur, mais il va pas non plus se reposer que là-dessus. C'est-à-dire dans le sens où Adam va se poser des questions, il va se dire pourquoi je vole, tout ça. Donc ils vont enquêter plus ou moins et chercher le pourquoi du comment. Mais aussi, qu'est-ce qu'on ferait nous avec de tels pouvoirs? Parce que c'est la question qu'on s'est posée. C'est, comme on dit, avoir de grands pouvoirs entraîne de grandes responsabilités. Et c'est un petit peu le sujet ici. Il y a bien évidemment une grosse référence dont je ne vous ai pas parlé aussi, c'est le fameux Superman avec Christopher Reeves, qui est sorti aussi dans les années 80, je crois. Mais pas seulement, parce que moi, quand j'ai commencé le livre, je me suis dit, ouais, on va avoir une espèce de Superman bis. Eh ben non, en fait. Bah, non. C'est pas tellement la même chose, c'est pas un copier-coller de Superman, vous pouvez y aller, c'est vraiment différent. Je trouve qu'en plus que l'histoire, elle m'a surprise jusqu'au bout. Parce que les rebondissements qui sont arrivés, je m'attendais pas forcément à ça. J'ai eu un petit peu peur parce que l'histoire, il prend le temps quand même, comme je vous disais, d'introduire ses personnages, d'introduire l'histoire et tout ça. Et je me dis, mais le livre, il fait que 350 pages. Je dis, ça va être trop court. Et en fait, pas du tout. Je trouve que le format, le nombre de pages était nickel. Que l'histoire va s'emballer d'un seul coup. Et il y a l'attachement aux personnages. Moi, j'ai beaucoup aimé les personnages qui ont vraiment une couleur, surtout les trois personnages principaux. Donc, Adam, Drew et Owen, qui ont une couleur vraiment différente. C'est avant tout aussi une histoire d'amitié. Il y a aussi cette idée de passage, encore une fois, d'adolescence à l'âge adulte. Ils arrivent quand même à la fin du lycée, ils vont ensuite aller à l'université, donc ils se posent aussi beaucoup de questions vis-à-vis de ça.
Il y a également cette idée de secret, parce que du coup le gamin vole, mais forcément il veut pas forcément, vous voyez, le dire à tout le monde et tout ça. Donc il y a vraiment tout ce truc là, mais l'histoire a pris des chemins auxquels je n'aurais vraiment pas pensé, et que c'était vraiment vraiment bienvenu. Moi à travers ce bouquin j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, parce que ça m'a rappelé ma jeunesse, parce que moi comme je suis né début 80, dans les années 80 et 90, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc quand on s'amusait, ben, on allait dehors. Moi j'ai vécu à la campagne, donc c'était dehors, c'était se balader en vélo, aller voir les copains, enfin ce genre de trucs. Et j'ai beaucoup retrouvé ça, il y a eu vraiment une réminiscence au niveau de ma jeunesse que j'ai vraiment adoré. Et de retrouver tout ça dans ce livre-là, c'était cool. Et en plus, ça s'est un peu décuplé parce qu'il y avait, je vous dis, il y a cette histoire d'hommage rendu au film d'avant. Des films qui, moi, quand j'étais gamin, j'étais devant l'écran avec la bouche grande ouverte et j'adorais ce genre de film où on pouvait vachement s'identifier puisqu'on parlait de jeunes enfants à qui il arrivait des trucs extraordinaires. Et moi, je m'identifiais vachement dans ces personnages et je me dis, si moi, il m'arrivait quelque chose, qu'est-ce que je ferais? Et c'est un peu le point de départ aussi dans cette histoire. Un moment vraiment génial. Franchement, ça va être... L'auteur n'en fait jamais trop, je trouve. Parce que ça, des fois aussi, ça a vite fait de partir dans un délire. Vous savez, il y a certains auteurs qui vont partir dans un élément fantastique. Et après, ils vont s'appuyer beaucoup plus sur l'élément fantastique que le reste. Et du coup, ça part un peu dans tous les sens. Là, franchement, je trouve que tout s'est bien imbriqué, que ce soit au niveau de la psychologie des persos, les relations entre eux vis-à-vis de ce pouvoir. Et Thomas ne va pas se reposer que sur le fait que le gamin va avoir ce pouvoir de voler. Il va aussi se reposer sur d'autres choses. Donc franchement, une superbe lecture, une superbe découverte que cet auteur. Je suis vraiment content d'avoir découvert ce livre. Et franchement, si vous voulez une petite histoire bien sympathique, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai découvert ce petit manga que j'ai depuis un petit moment dans ma palle. Il est enfin lu, c'est Attacker You, donc en français Jeanne et Serge, de Jun Makimura et Shizuo Kuozumi, chez Black Box Édition. Donc, et voici le deuxième tome. Je vais en garder qu'un en main parce que deux, c'est un petit peu lourd. Tiens, tenez, je suis feignant, je vais garder le plus léger. Du coup, ce manga, alors je ne saurais pas vous dire exactement s'il a inspiré l'animé, parce que j'ai regardé sur internet, c'est sorti la même année. Alors je ne sais pas exactement, je pense que ça a inspiré l'animé, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Donc ici on est sur un titre quand même assez vintage, ça date des années 80. Je n'ai pas trouvé la date, je crois que c'est 83 ou 5, je ne sais plus. Donc on va être sur quelque chose d'assez vintage. Donc c'est du shoujo sportif. Donc comme c'est un shoujo, vous avez forcément cette idée des fleurs. Vous avez la jeune fille aussi par moment qui a des étoiles dans les yeux. Enfin ce genre de truc un peu cliché, on va dire. D'ailleurs je comprends pas parce que un shoujo sportif, alors que je trouve que ça peut aller très bien aux filles qu'aux garçons, sauf que forcément c'est une héroïne et pas un héros. Donc pour la faire courte pour l'histoire, ça va pas être compliqué. Jeanne va découvrir le volleyball. Elle va gagner des matchs, au fur et à mesure, elle va réussir à se qualifier dans des compétitions beaucoup plus régionales, nationales, vous voyez, ce genre de choses. Donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Forcément, je crois que c'est un dessin animé qui était diffusé à la base sur la 5 et ensuite il atterrit dans le Club Dorothée. Un manga que j'ai toujours bien aimé, que j'ai toujours trouvé génial. Donc j'étais heureux de le découvrir en manga, ça m'a permis de revoir un peu... encore une petite Madeleine de Proust. Alors, mon avis, donc je vous dis, les dessins m'ont pas trop désarçonné plus que ça allait encore. Je trouve ça l'idée vraiment sympa d'avoir réédité cet animé en manga déjà, parce que sinon je pense qu'on ne l'aurait jamais eu, c'est quelque chose quand même qui date. Ça reste sympathique. J'ai eu un peu de mal, déjà c'était les prénoms, parce que Jeanne dedans elle s'appelle You. Donc il y en a aussi, vous savez, il y a aussi la capitaine, là, Peggy, celle qui a la coupe au carré, là dedans elle a un autre nom, je ne sais plus c'est quoi son nom. Et également Mari Takigawa, mais je ne crois qu'elle garde pas son nom. Le mari, je crois qu'il a changé, il francisait les prénoms. Donc j'étais un petit peu perdu au début, mais ça a été... En gros, ils reprennent plus ou moins la trame de Jeanne et Serge, mais l'animé, je l'ai quand même préféré. Parce que là, même s'il y a 2 tomes, autant le premier tome, ça va. Au début, on vous expose le pourquoi du comment. Jeanne devient... joueuse de volley, au début elle arrive pas trop parce qu'elle a quand même un talent inné pour ce sport, mais voilà, faut quand même arriver à se former et à savoir jouer. Il s'agit pas juste d'avoir le don entre guillemets, il va falloir le façonner quoi. C'est un peu comme si Jeanne était un diamant brut qu'il fallait tailler. Après, dans le deuxième tome, j'ai un peu moins adhéré parce que je trouve que ça se passait beaucoup trop vite. Alors, pareil, Jeanne et Serge. Serge, on le voit pas beaucoup.
Hein, donc l'histoire d'amour, il y a juste Jeanne quand elle le voit, elle en peut plus, mais ça dure que 5 minutes, on le voit presque pas. Puis le roman, le manga se repose pas vraiment là-dessus. Oui, le deuxième tome était un petit peu embêtant parce que c'était que des matchs, ça passait un peu vite et par moments c'était un petit peu brouillon, donc je comprenais pas trop. Mais quand même l'idée qu'il y avait dans l'animé se retrouve ici dans le manga, donc il y a cette idée d'être sportif, d'avoir la volonté, la ténacité, il faut rien lâcher. En plus, ce qui est vraiment sympa, c'est que, alors je sais pas si dans le tome 2, ça y est, si. En bas de page, ils mettent des petits tutos, comment se positionner pour jouer au volley et tout. Donc ça, je trouvais ça aussi super sympathique. Après, ça se lit bien. Moi, je suis content de l'avoir découvert. Hein. Je vous en dirai pas beaucoup plus. Je crois que c'est l'un des seuls mangas de sport que j'ai, il me semble, parce que je suis pas plus fan que ça. Pourtant, il en existe plein, hein, mais c'est pas un truc qui me... Là, c'est vraiment la fibre nostalgique qui m'a fait acheter ce titre. Mais je suis content de l'avoir lu. Je souligne quand même que concernant l'édition, il y a eu un petit effort qui a été fait. Vous voyez, comme là, les deux tomes se recollent pour former un seul dessin. Ben, vous voyez, on la voit. Vous voyez, là, vous avez Jeanne. Là, vous avez, comment elle s'appelle, Peggy. Là, vous avez Mari Takigawa et là, vous avez Serge. Bon, ils n'ont pas ces prénoms-là. Et ce qui m'a manqué, c'est qu'il y a des personnages qui sont dans l'anime qui n'étaient pas présents dans le manga. Jeanne, elle a un petit frère qui s'appelle Sunny. On le voit pas. Jeanne a également dans l'anime toute une équipe qui la suit partout. Une équipe pas d'animateurs, mais... vous savez, ceux qui ont l'espèce de grosse caisse, là, puis qui l'encouragent. Une espèce de fan de Jeanne qui l'encourage, on les voit pas. Son père, on le voit pas beaucoup. Et il y a également une grande reporter qui suit Jeanne de loin, parce que, bon, bah, je spoil, hein, tant pis, mais cette grande reporter a été une grande championne de volley, et c'était également la mère de Jeanne, et Jeanne l'a pas vraiment connue plus que ça, et du coup, elle suit ses exploits de loin à sa fille, et du coup, elle est pas du tout présente dans le manga non plus. Et il y a certains personnages, je sais qu'ils sont dans l'équipe, qui deviennent amis avec Jeanne, que j'aimais bien, je ne sais plus son nom, je vous mettrai une image là. Elle, je l'adorais, et elle, pareil, elle est pas présente dans le manga. Bon, forcément, un animé, c'est plus long. Il faut aussi nourrir l'intrigue et tout ça, donc forcément il y avait plus de matière. Là pour le manga, on se concentrait quand même exclusivement sur Jeanne et cette volonté sportive de vouloir y arriver. Donc voilà, c'était une lecture sympathique, je regrette pas mon achat, j'ai passé un bon moment. Bon, moi tout le long que j'ai lu, j'avais les chansons de Jeanne et Serge dans la tête, alors pas seulement le générique, hein, mais aussi les chansons pendant qu'on regarde l'animé, il y a des petites chansons, les petites... la bande son qui est là et je m'en rappelais, même la voix de Jeanne je l'ai en tête. Bon après je suis assez fan du manga, donc voilà pour ce petit manga là qui était vraiment sympathique. Donc c'est entre guillemets réservé plus ou moins pour les fans et nostalgiques d'une époque en fait. Ensuite j'ai participé à une lecture commune avec une de mes comparses un petit peu permanente, on dira, avec Stéphanie des Chroniques de Lully. Donc on a découvert le premier tome de Nevernight de Jay Christophe. Donc le tome 1, N'oublie jamais, aux éditions de Saxus. Je pense que ce livre, on l'a vu énormément passer. L'objet livre est sublime. Franchement, c'est vraiment un bel ouvrage. Je vais vous montrer tout ça. Je pense que vous l'avez déjà vu, mais bon. Voilà. Le 3 va sortir. Écoutez, il est doré devant. Il est absolument sublime. Ça fait vraiment un beau livre. Et vous avez également à l'intérieur les petits rabats et la carte de la ville. Voilà. Donc titre dont on a entendu parler pendant des mois, qui a vraiment fait fureur. C'est un des premiers titres d'ailleurs qui a été sorti par de Saxus. Hein, je crois que c'était dans les premiers titres qu'ils ont sorti. Moi j'avais dans mon entourage, par exemple Margot avec qui je parle, vous vous doutez, hein, Margot, elle l'avait lu, elle avait vraiment bien aimé. Il y a Dorian aussi qui avait vraiment beaucoup aimé. Donc on plaçait beaucoup d'espoir avec Stéphanie. Donc pour revenir vaguement sur l'histoire, on va suivre la jeune héroïne qui s'appelle Mia. Mia qui est là pour se venger de personnes qui ont tué son père. Parce que Mia, son père était haut gradé, alors dans une espèce d'armée ou je ne sais plus trop quoi, ou en politique, je ne saurais plus vous dire. Et il est accusé de trahison, il est tué. Sa mère et son frère, son petit frère à Mia sont enlevés et mis en prison. Et à ce moment-là, elle se jure qu'une chose, c'est de se venger de ceux qui ont tué son père. Et quand le récit débute, elle a 16 ans et elle veut rejoindre une école d'assassins pour parfaire du coup son savoir-faire et pouvoir mener à bien sa vengeance. Première chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la narration qui est en deux temps, c'est-à-dire que vous avez le présent mais également des flashbacks autour de Mia qui sont vraiment bienvenus. Franchement, moi j'aime bien
ces récits qui alternent entre passé et présent et qui viennent construire le personnage et nous permettre de rentrer en empathie avec lui, c'était vraiment bien. Mia, c'est un personnage que j'ai adoré, une héroïne forte. Même dans les dialogues, elle se laisse pas faire, elle est combative, elle a beaucoup de volonté, elle lâche rien en fait. Il peut y arriver n'importe quoi, elle laissera aucune embûche sur son chemin. Et elle a un but, tuer les gens qui ont détruit sa famille, donc elle lâchera rien. Les dialogues sont assez, moi je les trouvais plutôt sympas parce que franchement elle arrive à en moucher une paire et c'était plutôt sympathique. En plus elle est très attachante, alors je peux pas trop vous dire pourquoi, je vous spoilerai un petit peu ce qui se passe, mais vous verrez. Bon, j'ai eu un petit souci, c'est que quand j'ai commencé ce livre, j'ai eu du mal au début, hein. J'ai lu les 200-300 premières pages, j'adhérais pas plus que ça, je trouvais ça sympa mais sans plus. Au début, j'ai mis ça sur le dos du fait que j'avais lu que de la fantasy ou presque au mois de mai. Je me dis peut-être que je me lasse. Vous savez, je suis quelqu'un qui change beaucoup de genre. Je ne veux pas toujours lire la même chose. Et je me suis dit, bah, c'est dû à ça en fait. Ben peut-être pas. Je pense que le début était un petit peu dur pour moi, parce que du coup, bah, j'en parlais régulièrement avec Stéphanie. Et Stéphanie avait un petit peu, elle appréciait aussi, mais sans être de ouf dessus non plus. Donc du coup, j'ai attendu. Et finalement, le miracle s'est produit à peu près un petit peu avant la moitié. Il fait quand même 750 pages. Et j'ai pu lâcher le bouquin en fait. Ça monte crescendo tout le long l'histoire. Et au bout d'un moment, mais je lâchais plus. L'action était au rendez-vous. Il y avait des révélations. Il se passait des trucs de dingue. Et je pouvais plus rien lâcher. Et franchement, j'ai bouffé le reste. Autant j'ai eu du mal à démarrer, mais j'ai adoré après. Bon, forcément, après, il faut se dire aussi que si le début est un petit peu lent, il faut le temps que ça se mette en place. On est quand même sur une trilogie. Le premier tome fait 750 pages. Le tome 2 et le tome 3, je pense qu'ils ne sont pas beaucoup plus courts. Donc forcément, il faut arriver à embrayer pour mettre tout en place, non seulement l'héroïne, ses motivations, mais également tout l'univers autour. Donc nous, on se situe à peu près dans la ville d'Itreya, qui se situe dans un pays, je crois, qui s'appelle Sépulcra, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est la République d'Itreya, ouais, c'est ça. Et il y a une petite particularité que je ne vous dirai pas au niveau de la façon dont est construit cette ville, qui était plutôt originale. D'ailleurs, c'est ça que je trouve bien aussi, c'est que J. Christophe arrive quand même à mettre en place des personnages avec des pouvoirs ou certaines petites particularités qu'on ne voit pas forcément partout et qui étaient vraiment originales et rafraîchissantes. Ça change. Vous savez, il y a certains récits de fantasy que vous allez lire et vous connaissez un peu les codes. Que là, il a réussi à amener son petit truc, c'était vraiment sympa. Alors bien évidemment, trigger warning de ouf, parce que j'ai eu un petit souci. Comment classer ce livre? Alors ce livre à la base c'est du young adulte. Mais young adulte, faut être plus adulte que young, hein, parce que faut avoir au moins 16-17 ans, parce que franchement, il y a des scènes de sexe explicites, il y a des scènes de violence explicites. Au niveau du langage, c'est assez vulgaire et grossier, donc c'est à voir. Il y a franchement plein de trucs en place. Je comprends maintenant l'engouement qu'il y a eu autour de ce titre, qu'il mérite, hein, franchement, même si j'étais dubitatif au début, au final, c'était vraiment bienvenu. J'ai eu du mal aussi quand elle va rentrer dans cette école d'assassins. J'ai pas pu m'empêcher de penser à Harry Potter. Ne me demandez pas pourquoi. Moi, Harry Potter, je l'ai lu une fois dans ma vie, je l'ai jamais relu. Je ne fais pas partie de cette catégorie de gens qui est vraiment fan fou furieux de l'univers et tout. Moi, j'ai vu les films, j'ai lu les livres. Bah, je suis passé à autre chose, quoi. Je dis pas que je veux pas les relire un jour ou les revoir un jour, mais j'ai pas cette fanatitude hardcore. Et pourtant, j'arrêtais pas de penser à ça. Mais pourquoi, j'en sais rien, hein. Bref. Autre petit point que je n'ai pas aimé, c'est les notes de bas de page. Ce livre est réputé aussi pour avoir des notes de bas de page régulièrement pendant le récit. Alors attendez, parce qu'il y a notes de bas de page et notes de bas de page, hein. Parce que vous avez des notes de bas de page qui sont intéressantes, c'est pas très dérangeant. Et vous en avez d'autres qui durent très longtemps. Alors attendez, je vais essayer de vous en trouver. Voilà. Là, vous voyez, tout ce que vous voyez là et là, c'est des notes de bas de page. Le texte est au-dessus. Je les ai lus au début. En plus, il y avait un petit peu d'humour, donc je trouvais ça plutôt drôle. Et au fur et à mesure, ça a fini par me gonfler. Parce que les notes de bas de page, je sais pas, il va vous parler d'un monstre. Il va vous dire, ce monstre, en fait, ressemble à ça. Ok? Il est issu de ça. Il y a une légende qui raconte, et là, il va vous faire un pavé là. Et toi, je m'en fous, en fait. Ça me cassait dans ma lecture, donc ça m'a gonflé. Son humour, au bout d'un moment, pareil, il m'a gonflé parce que ça cassait l'ambiance du livre qui était assez sombre. Et il venait faire de l'humour dans le style, il prenait pas au sérieux sa propre histoire. Et en fait, moi, ça m'a désarçonné et ça m'a saoulé, quoi. Donc à la fin, je les lisais plus. Si vous voulez les lire, vous les lisez. Si vous les lisez pas, vous perdrez rien.
Franchement, y a pas, franchement, c'est juste un ajout à l'univers, c'est pas vraiment indispensable. Et un truc qui peut être un peu intriguant aussi, c'est que l'auteur casse par moment le quatrième mur pour s'adresser à nous, et c'est vrai que c'était un petit peu, pas dérangeant, mais j'ai pas l'habitude de ce genre de choses, donc ça me faisait un petit peu bizarre. Mais sinon, ça reste de la dark fantasy. Donc moi j'aime la dark fantasy. Vraiment sympathique, quand même assez mature malgré que c'est du young adulte. Franchement, c'est assez dense. En plus, là, dans le premier tome, on est sur une thématique, je sais pas du tout où ça va nous mener. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas où on va aller. Bon, je sais qu'il y a cette histoire de vengeance, mais en dehors de ça, je ne sais pas trop. On se pose énormément de questions, même si l'auteur répond déjà à certaines, mais pas à tout, et ça engendre d'autres choses, et du coup, on reste vraiment dans l'interrogation sur certaines choses. Et Mia, elle a... Comment vous expliquer ça? Elle a quelque chose avec elle, je ne peux pas vous dire ce que c'est, je ne veux pas vous spoiler, qui franchement était très intéressant et vient un peu solidifier la psychologie du personnage, la densifier, et c'était vraiment vraiment bien vu. Donc franchement, malgré que le début était laborieux, J. Christophe il a réussi quand même à me happer sur le milieu de son roman et à ne plus me lâcher jusqu'à la fin, donc franchement chapeau. Donc au final, je sors plutôt ravi de cette lecture. Derrière ça, j'ai eu une envie qui n'a rien à voir. Franchement, je ne sais pas, des fois j'ai des envies, vous savez. Donc c'était pas dans ma pile à lire du 15 que j'ai dit c'est pas grave. J'avais pas avancé des mains, je sais que c'est une petite lecture que je vais lire très vite. J'en ai ressorti un. Vous savez, la dernière, je vous en avais présenté un. Donc c'est la petite collection X-Files aux frontières du réel. Vous savez qu'il y a deux collections. Il y en a une où on va mettre par écrit certains épisodes de la série, et il y a également une série de 6 livres qui va amener, juste prendre en fait les personnages, Mulder et Scully, et avoir des enquêtes inédites autour de cet univers. Franchement, c'était... Je suis pas déçu, je lis ça en une journée, ça se lit super vite. Donc c'est des livres que j'ai depuis très longtemps. Franchement, celui-là, il doit dater de 95. Hein. Je vous mens pas. Hein. 89 francs. C'est drôle. Donc c'est des petits titres vintage, mais moi je suis fan de cette série X-Files. Donc j'ai dit que j'allais me les relire. J'avais lu le premier, je sais plus, il y a quelques années. J'en ai eu un l'année dernière, là j'en ai eu un troisième. Je ne sais pas, je me tâte encore si je vais pas en lire un quatrième. Parce qu'à la base, je connais les titres des 6 tomes de cette collection. D'ailleurs, j'ai récupéré le dernier il n'y a pas très longtemps sur Vinted. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse sur Vinted, vous pouvez les trouver assez facilement pour pas cher. Et du coup, je pensais que c'était ce tome-là que je voulais. On était sur la thématique des extraterrestres et des temples mayas et tout. En fait, non, c'est le tome d'après. Ici, on est sur autre chose. Donc, ça s'appelle Point Zéro. C'est écrit par Kevin Anderson, donc aux éditions J'ai lu. Le postulat de départ, il est simple. C'est exactement la même structure que la série. Vous avez tout d'abord l'ouverture du livre sur un crime. Il se passe quelque chose. Et ensuite, il y a Mulder et Scully qui arrivent et qui décident de mener l'enquête. Ici, on est dans un centre de recherche nucléaire, je crois que je vous dis pas de bêtises, c'est ça. En Californie, il y a un homme, le docteur Gregory, qui lui expérimente l'impact des bombes nucléaires ou... comment vous expliquer? Quand vous faites exploser une bombe, vous avez le fameux champignon atomique là. Et lui, il fait ça, mais virtuellement sur ordinateur. Et à un moment, il reçoit un courrier. Il ouvre un courrier, il a une espèce de tube avec une espèce de, on sait pas trop, des cailloux, on sait pas trop quoi, une poudre, on sait pas trop ce que c'est dans un tube. Il s'en inquiète pas, il le pose, il sait pas d'où ça vient, il sait pas ce que c'est. Il continue à faire cette petite recherche la nuit, il est tout seul dans le centre. Et d'un seul coup, il commence à entendre comme des murmures, comme des voix autour de lui, il sait pas ce que c'est. Et il commence à avoir chaud. Et il se passe quelque chose, on passe au chapitre d'après. Mulder et Scully sont envoyés en mission, donc forcément enquêter sur cette affaire. Et quand ils arrivent sur place, ils se rendent compte que le docteur Gregory est par terre, il est mort. Il est retrouvé par terre comme s'il avait été brûlé par des radiations. On ne comprend pas ce qui s'est passé, parce qu'en plus, quand on rentre dans cette pièce où il y a eu le meurtre, il y a encore des radiations, ils ont un espèce de truc qui mesure, vous savez, je ne sais plus comment ça s'appelle là. Mais il n'y a rien dans les pièces autour. Et comment ça se fait que cet homme, en plus ils se rendent compte que sur les murs, il y a des choses qui ont brûlé, mais qui n'ont pas brûlé de façon normale. C'est comme si elles s'étaient plus ou moins désintégrées. Et du coup, ils savent pas trop ce qui se passe. Donc Mulder et Scully décident forcément de mettre un peu les pieds là-dedans pour résoudre l'enquête. Mais il y a un gros souci, c'est que comme c'est un centre de recherche en laboratoire, ça travaille plus ou moins avec l'armée. Donc c'est top secret, donc on ne veut rien leur dire. C'est là le point de départ. Comme d'habitude, moi je pars sur ces lectures sans trop m'attendre à grand chose. Je pense bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, que c'est pour les fans.
Parce que si vous n'avez pas plus ou moins l'ambiance de la série, la façon dont ça se déroule, si vous ne connaissez pas les rapports entre Mulder et Scully, au début de la série, rappelez-vous, Scully, elle est quand même mandatée pour surveiller Mulder avec ce qu'il fait, et elle doit faire un rapport à chaque fois. Ça, on sait à la fin, par exemple, je ne sais pas un spoil, hein, mais à la fin, elle fait un rapport du coup à ses supérieurs. Et si vous ne savez pas dans la série, vous n'allez pas trop comprendre pourquoi dans le roman en fait. Mulder a un humour un peu spécial, Scully est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus calme. Mulder est forcément croit à toutes ces théories entre complot, paranormal, fantastique et compagnie, alors que Scully est beaucoup plus cartésienne. Elle est beaucoup plus scientifique sur des choses concrètes. Et tout ça, c'est pas vraiment expliqué, un petit peu vite fait, on revient dessus, mais pas plus dans le roman. Donc je pense que quelqu'un qui n'a pas vu la série peut vite être perdu. Je sais qu'il y a certains tomes où on rappelle un peu les faits, mais pas ici. Et du coup, on va être sur cette thématique du nucléaire. Alors, on me l'aura annoncé comme ça, je vous aurais dit, ouais, le nucléaire, ça m'intéresse pas. Et au final, j'ai trouvé ça pas mal, parce qu'on va revenir sur tout un pan historique vis-à-vis de tout ce qui est nucléaire, donc forcément avec Nagasaki, Hiroshima, mais également sur, pas que sur l'historique, aussi sur le scientifique. On nous explique certaines choses sur les bombes, ça reste relativement abordable, on n'est pas sur des explications de dingue, et c'était vraiment bien vu. Alors, je les redécouvre aujourd'hui, parce que moi, je les avais achetés, j'étais au collège, et je me souviens que je les abandonnais avant la fin, mais je sais pourquoi, parce qu'en fait, malgré que j'étais fan à mon âge de cette série, dans la série, il y avait le côté visuel où, malgré tout, tu suivais, même si tu comprenais pas tout. Là, dans le livre, c'est beaucoup plus compliqué de saisir tout ce qu'il y a derrière. Là, aujourd'hui, je comprends largement mieux, mais j'ai pas le même âge non plus. Et je passe toujours un super moment. C'est haletant, il y a du rythme, on s'ennuie pas. Et c'est toujours cool. Donc, tous les fans, si vous ne connaissez pas, vous pouvez tenter, c'est vraiment sympathique. Donc suite à ma petite escapade hors palle, je suis retourné dans ma palle avec une lecture qui fut formidable, mais je n'en doutais absolument pas. C'est Sauveur et Fils de Mario de Muraille, donc aux éditions L'École des Loisirs dans la collection Medium Plus Poche. Donc ici c'est la saison 2. J'avais lu la saison 1 l'année dernière, je crois que... Non, j'en avais pas parlé en vidéo, j'ai dû mettre mes vidéos en route après. Donc Sauveur et Fils, c'est quoi ? Donc Sauveur, c'est Sauveur Saint-Yves, c'est un homme qui est psychologue à Orléans, qui tient un petit cabinet qui jouxte sa maison et qui reçoit ses patients. Alors ses patients sont très divers, hein. Ça peut être des enfants, ça peut être des adolescents, ça peut être des adultes. Il a un enfant qui s'appelle Lazare, et il élève seul cet enfant-là. Et du coup, nous à travers ça, à travers les yeux de Sauveur, on va découvrir sa vie privée, aussi sa vie professionnelle. Donc à travers tous les profils des patients qui vont passer dans son bureau. J'avais adoré le premier tome, ici ça déroge pas la règle, j'ai adoré aussi. Je trouve que Mario de Muraille a une écriture tellement vivante, elle rend ses personnages tellement attachants. Je peux pas vous expliquer plus que ça, il faut le lire, mais les dialogues, mais franchement les dialogues, on a l'impression qu'ils sont devant nous. Elle a une bienveillance, sous prétexte qu'elle aborde des thématiques très, très dures. On parle quand même suicide, on parle quand même scarification, on va parler d'identité de genre, de mère un peu perdue vis-à-vis de l'éducation de ses enfants. Enfin, on va aborder beaucoup de thématiques très modernes et qui sont dans la société actuelle, après tout. Et c'est toujours fait avec, je dirais pas simplicité, parce que ça vise juste, mais c'est toujours tellement bien fait. Mais honnêtement, et elle tombe jamais dans le dramatique pour nous faire pleurer. Alors après, je me suis interrogé justement au fait que c'était pas plus dramatique que ça. Je me demande si le livre n'est pas le reflet de l'état d'esprit du personnage principal. Vous savez, Sauveur Saint-Yves, du coup, il va recevoir ses patients. Tu dois rentrer dans une certaine intimité avec ton patient, tu dois rentrer dans la compassion, dans l'empathie. Mais tu ne dois pas t'attacher au patient, tu ne dois pas prendre parti, tu dois rester neutre. Vous voyez, il y a ce truc-là, et je trouve que c'est un peu l'état d'esprit du livre. C'est pour ça qu'on va avoir ces moments très émouvants, parce qu'on ne reste pas non plus de marbre. L'écriture n'est pas du tout froide. Mais, ouais, cherche pas à faire pleurer dans les chaumières, parce qu'il y a certains livres, certains romans, quand vous lisez, vous voyez bien que l'auteur sous-jacent, il est en train de vous dire, tu vois, là, ce passage-là, je l'ai fait pour qu'il soit triste, il faut que tu pleures. Là, il n'y a pas ce côté-là. Donc moi j'étais très ému de nombreuses fois, mais ému dans le bon sens, c'est-à-dire que j'avais pas les larmes aux yeux ou quoi, mais je comprenais bien l'impact que cela avait. Elle est bien renseignée sur ces sujets qu'elle aborde.
Franchement, j'ai passé un excellent moment comme la première fois. La galerie de personnages, les personnages sont plus crédibles les uns que les autres. Il y a en plus un humour qui est vraiment bienvenu. Alors avec Sauveur, parce que Sauveur, quand il reçoit ses patients, entre ce qu'il dit et ce qu'il pense, bah, il y a deux poids, deux mesures. Et il y a des fois, c'est drôle parce qu'il pense pas du tout ce qu'il dit. C'est rigolo de le voir parce que dans la vraie vie, on verrait pas ce que le psychologue il pense de nous. Il y a ça, on suit également Lazare et son copain Paul. Et alors eux, c'est le duo que je surkiffe. Elle arrive à rendre pareil les gamins et amener avec leur propre langage. C'est tellement crédible aussi, je trouve. Mais elle a ce truc, c'est qu'elle écrit des personnages auxquels elle tient, qu'elle aime beaucoup. Elle apporte beaucoup d'amour à ça. Et je trouve qu'à la lecture, l'amour qu'elle a, elle arrive à nous le rendre. Et du coup, ça rend le tout très attachant. Il y a une petite histoire derrière, avec un petit fil rouge. Bon, à côté de ça, entre guillemets, c'est un peu le bordel. Mais c'est un joyeux bordel. J'ai trouvé ça génial. Alors, concernant ce petit cochon d'Inde, vous saurez que dans l'histoire, c'est des hamsters. Je sais pas le pourquoi, le comment. Il y a une petite note en bas de page qui dit qu'ils se sont plantés. Enfin bref. Mais qui ont une importance aussi dans l'histoire. Mais franchement, vous voyez, j'ai le smile quand je vous en parle. Je trouve que c'est une série. Alors, jeunesse, pas tellement. Parce que certes, c'est à l'école des loisirs, certes, mais on aborde quand même des sujets d'actualité qui peuvent parler à tous. Et tout le monde est représenté, que ça peut être un adulte, un enfant, un ado. Voilà, c'est très bien. Je trouve qu'il y a quand même de la représentation au niveau des maladies mentales également. Et un gamin qui est un peu perdu, si jamais il se reconnaît dans un des patients, ça peut l'aider aussi. Je trouve que c'est génial. Ça, c'est de la lecture doudou. Si vous cherchez de la lecture doudou, ça, c'est dedans. Si vous aimez ce genre, allez-y. Moi, franchement, quand j'en ai entendu parler, c'était sur Internet. Donc sur YouTube, je crois. Je me dis, ouais, je vais tenter. C'est vrai que je sais plus, je crois que c'était Steph de Piketty qui en avait parlé. Et je trouvais qu'elle était très joyeuse quand elle en parlait, qu'elle trouvait que c'était génial et tout. Je dis, tiens, ça m'intrigue, je vais tenter. Et je pensais pas adhérer tant que ça. Bon, j'ai mis un petit peu de temps à lire ce tome 2. Faut que j'aille plus vite pour lire le tome 3 qui est ici. Moi, les couvertures, je kiffe. Elles me font tellement rire. Faut que je mette au tome 3. Alors, je crois qu'actuellement, il y a 6 tomes et le 5e tome vient de sortir en poche. Donc, il faudra que je lise le 3 et que j'aille me chercher le 4 et le 5. Mais c'est une série petite bulle d'air. Ouais. Vous lisez ça l'été au bord de la plage. Ça se lit tout seul. C'est que du bonheur. Moi, j'adore et j'adhère. C'est sensible, mais en même temps, c'est pas trop larmoyant. Et vous attachez tellement aux personnages. Je comprends pas qu'ils en aient pas fait une petite série, parce que franchement, je pense que ça pourrait marcher si c'était bien fait. Mais c'est absolument génialissime. Pour finir, une lecture qui n'était pas dans ma palle. Mais Laurent est quelqu'un de curieux, donc Laurent, quand il voit certaines choses, il s'y intéresse. Séverine a parlé dernièrement de ce livre, donc La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. Et j'avais ce livre dans ma balle depuis 2019, quand j'étais allé aux Imaginales juste avant qu'il y ait l'absence de salon avec l'histoire du Covid. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle en parlait, ça m'a intrigué. Je me dis, écoute, c'est le moment ou jamais de le sortir si ça t'intrigue, parce que jusque-là, je ne l'avais pas sorti. Et en plus, je savais un peu plus de quoi il en retournait, parce que pour que Séverine aime, on se doute bien que c'est pas un feel good. Et du coup, je me suis dit, vas-y. Parce que je pense que si j'étais parti de moi-même, je pense que je l'aurais abandonné. Parce que quand vous voyez la couverture, honnêtement, vous attendez à un livre sympatoche. Le petit coucher de soleil avec ses petits nuages roses. La gamine avec son vélo, les petites pétales de rose. Tu t'attends à un truc, un livre sur le bonheur ou je ne sais quoi. Et au final, c'est pas vraiment ça. C'est une lecture assez atypique. Pour moi, c'est atypique. À l'heure actuelle, j'ai fini ce bouquin, je ne sais toujours pas si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. Et je pense que je ne le saurai jamais. Mais c'est une lecture qui m'aura marqué et qui m'aura sorti de ma zone de confort. Alors pour l'histoire, je vais essayer d'être succinct parce que je peux pas trop expliquer l'histoire, c'est assez compliqué. On va suivre 4 personnages, donc on suit tout d'abord Julian. Alors Julian, il vit au Japon, c'est une histoire qui se passe au Japon. Mais lui, il est issu, je crois que c'est d'une mère anglaise et d'un père japonais, ou l'inverse, je ne sais plus. Et du coup, vous savez qu'au Japon, quand les gens ne sont pas 100% d'origine japonaise, ils sont intégrés dans la société, mais pas tant que ça. Il y a toujours t'es pas vraiment japonais, en fait. Donc, il a d'ailleurs un surnom qui s'appelle le pas fini, je trouve ça sympa quand même. Vous avez également son meilleur ami qui s'appelle Suchiro, et il a une autre amie qui s'appelle Haru, et une autre qui s'appelle Akiko.
On va tourner autour de ces 4 principaux personnages. Quand le livre commence, on apprend très vite qu'il y a un petit malaise entre Tsuchiro et Julian, parce que Tsuchiro il avait une petite sœur qui est décédée, Julian était amoureux d'elle, et l'intrigue va tourner autour de ça, parce que du coup on ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est assez nébuleux, je veux pas trop en dire, parce que je veux vraiment que vous rentriez dedans sans trop en savoir. Et du coup c'est un livre qui va se jouer beaucoup sur les relations entre les personnages, sur les échanges. Autre chose qui m'a beaucoup désarçonné aussi, c'est qu'à l'intérieur de ce récit, il va y avoir ce qu'on appelle du réalisme magique. Moi je ne savais pas ce que c'était. J'en avais jamais lu. Parce que pour tout vous dire, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai pas été voir la vie de Séverine. J'ai vu qu'elle l'avait mis en story, j'ai dit, tiens, ça m'intrigue. Je vois que Séverine, elle est en kiff total dessus. Je vais le lire, je vais le sortir, je suis curieux, je veux savoir. Donc du coup, j'ai pas été voir d'avis, j'ai voulu rentrer vierge de tout dans ce roman. Et quand j'ai vu réalisme magique et tout, je fais, c'est ça du réalisme magique? Je savais pas trop, j'étais jamais confronté en littérature à ça. Mais je sais, j'ai une botte secrète. Je vous la confie aujourd'hui. Ça s'appelle Lulipédia. Je sais pas si vous connaissez. C'est Stéphanie en fait. Stéphanie, je sais qu'elle est accro à la littérature asiatique. Elle adore ça. Et je me suis dit, il y a de grandes chances que Stéphanie, elle l'ait lu. Donc du coup, je suis allé la voir. Je fais, Stéphanie, ça te dit quelque chose? Elle fait, oui, je l'ai lu et tout. Je fais, c'est moi ou il y a du réalisme magique dedans? Elle fait, ouais, c'est ça, Laurent. Ah, j'ai ok. Ok. Bon, j'ai pas voulu en savoir plus. Donc j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc du coup, je suis parti là-dessus. C'est un roman qui va tourner principalement autour des 4 personnages, des relations qu'ils vont avoir. Ça peut être assez glauque par moments, assez bizarre. On va passer du noir à quelque chose de plus joyeux constamment. C'est très déstabilisant. Moi, j'ai ressenti un malaise permanent sur ma lecture. Trigger warning, maltraitance animale quand même. Et il y a aussi, dans cette histoire, entre les personnages, je trouve que dans les dialogues, il y a aussi des non-dits. Vous savez, l'autrice va s'attarder sur un regard que l'un va faire à l'autre. Et tu sais que derrière ce regard, il y a beaucoup plus, sans forcément savoir quoi, mais ça amène aussi une grande ambiance. Bien évidemment, la mort de cet enfant, malgré que le personnage est absent de tout le récit, il plane quand même au-dessus de toutes les pages. On sent qu'il est là et que, voilà, faut faire avec. Très lourd. Faut lire ça quand on va bien quand même. Allez pas lire ça quand ça va pas parce que sinon ça peut être assez compliqué. Mais on est au Japon. Si vous y connaissez pas grand chose, alors moi j'en connais un peu parce que je lis des mangas et tout ça, donc forcément je suis confronté à la culture japonaise à travers les histoires. Il y a des notes de bas de page, vous serez pas désarçonné non plus. Et c'est vraiment un contexte le Japon. C'est vraiment juste, ouais, je trouve que c'est une histoire qui va se tenir entre les relations entre les personnages. J'en dirai pas plus. J'ai pas grand chose de plus à en dire. Je vous laisserai découvrir. Moi, c'est une lecture qui m'aura quand même marqué, que je n'oublierai pas. Je réessayerai peut-être Céline Chevet parce qu'elle a écrit une histoire, un récit historique sous le sabot des dieux. Je crois que c'est sur l'histoire de la Corée en 2 tomes. Peut-être que j'essaierai parce que je trouve que Céline Chevet a une écriture très poétique et très jolie et qui va venir contraster avec l'histoire qui est assez sombre. Et ça donne un équilibre assez inédit pour moi. Pour moi, c'était vraiment inédit. Mais vraiment une bonne lecture et je vous dis, c'est que ça en fait. Regardez la couverture et quand vous voyez le contenu de l'histoire, il y a toujours ce contraste à chaque fois. Il y a un passage dans le livre où il y a Julian qui fait des crises plus ou moins d'angoisse et Tsuchiro il a une façon de l'apaiser. On lui disait ferme les yeux, pense à la mer, hein, pense aux vagues, tout ça. Et c'est quelque chose qui marche très bien sur Julian. Et du coup, il y a une petite phrase qui est faite derrière tout ça, d'une pensée de Julian, justement, que je trouve très jolie. Donc c'est rare que je fais ça, je vais vous lire ce passage-là que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y en a d'autres, hein, mais vous savez, je mets jamais de post-it dans mes romans. Alors la phrase c'est celle-ci. Devant la mer, tu peux tout oublier. Il n'y a que devant elle que tu peux te permettre de n'être qu'un grain de sable, sans autre but que d'exister. Mais je sais pas si c'était des petites fulgurances comme ça qui arrivaient régulièrement dans le récit et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Lecture atypique, je suis sorti de ma zone de confort, donc voilà, je l'ai lu. Au moins je l'aurais sorti grâce à Séverine, donc j'ai pas tout perdu. Après, c'est pas un coup de cœur ni rien. Vous savez, moi je sais pas, les coups de cœur, je pense que je suis parti en vacances, hein, j'ai plus de droit. J'adore mes lectures, mais j'ai jamais de coup de cœur ou rien depuis un petit moment. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Bah c'est tout. Hein. Un jour peut-être ça reviendra. Donc voilà pour mes premières lectures. Bon, en règle générale, tout ce que j'ai lu, j'ai plutôt bien apprécié. J'ai pas vraiment eu de mauvaises lectures.
Donc c'est déjà le principal. Vous m'excuserez si vous avez entendu du bruit, j'ai une fenêtre derrière qui est ouverte, donc vous allez entendre des camions qui passaient. Mais il fait trop chaud, donc je ne peux pas faire autrement que d'ouvrir les fenêtres. Donc j'espère que votre 15K se passe bien. Donc moi je reviendrai bientôt avec la suite de ces lectures-là. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé et n'hésitez pas à me dire si vous avez eu des coups de cœur comme d'hab sur vos lectures du 15K et si ça se passe bien de votre côté. Allez, je vous dis à plus tard. Salut.